Nous accueillons ce soir Pauline Morlot qui va nous présenter le travail qu'elle a effectué avec sa collègue sur la collection des oiseaux naturalisés de Châlons-en-Champagne. Ce sont 22 oiseaux, si je ne me trompe pas, qui ont été restaurés récemment, ça fait une petite année. Pauline Morlot a suivi une formation initiale en chimie et puis au terme de 5 années d'études à l'École supérieure d'art d'Avignon, vous obtenez le diplôme de conservation-restauration d'œuvres d'art. Et c'est au cours de ces études que vous vous intéressez aux collections d'histoire naturelle qui sont alors assez peu concernées par les domaines de la restauration. Vous avez effectué plusieurs stages pour perfectionner, apprendre les techniques, les matériaux, les altérations caractéristiques aux animaux naturalisés notamment, et depuis 2011, vous travaillez en tant qu'indépendante pour les musées, les institutions, mais aussi les particuliers. Parmi les chantiers sur lesquels vous avez travaillé, il y a la restauration des spécimens naturalisés de mammifères et oiseaux exposés au musée des Confluents de Lyon. Vous avez également travaillé sur les mammifères directifs de la Grande Verrière du Muséum d'histoire naturelle de Lille, le reconditionnement des collections fluides de la Galerie d'anatomie comparée, alors ça faudra m'expliquer, au Muséum national d'histoire naturelle de Paris, et donc d'autres chantiers également, et puis donc la restauration des 22 oiseaux de la collection de Châlons. Et je vous laisse. Bonsoir à tous, à toutes. Effectivement, comme ça vient d'être présenté, je suis donc restauratrice d'objets du patrimoine et spécialisée dans les collections d'histoire naturelle. C'est une spécialisation qui n'existe pas en tant que telle dans les formations en restauration d'œuvres d'art, puisque les formations de restauration d'œuvres d'art sont basées sur les grands domaines de l'art, la peinture, la sculpture, etc. Mais lors de mes études, en fait, on nous a invités en fait, à nous intéresser à d'autres patrimoines que les plus classiques, et notamment l'ethnographie et l'art contemporain. Et à travers les cours qu'on avait pour traiter ces œuvres-là, on avait beaucoup de cours sur différents matériaux, et notamment des matériaux organiques, le cuir notamment beaucoup utilisé dans les arts ethnographiques. Et on nous faisait aussi réfléchir sur les patrimoines qui ne sont pas concernés par la restauration. Et moi qui traînais toujours dans les musées d'histoire naturelle, je me suis dit, mais finalement, dans ces musées, typiquement, il n'y a pas de restauration. Les restaurations sont en fait des réparations opérées par les taxidermistes, et peut-être qu'il est temps de travailler avec les taxidermistes pour conserver ces objets et ce patrimoine de la même manière qu'on conserve les tableaux, les sculptures, etc. Et donc voilà comment je me suis spécialisée dans la restauration des collections d'histoire naturelle, c'est-à-dire les animaux naturalisés, les collections en fluide, donc c'est le fameux reconditionnement dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire les collections qui sont conservées dans les bocaux en formol et en alcool. Donc ce sont des collections très portées sur scientifique en fait, mais qui posent aussi aujourd'hui pas mal de problèmes de conservation. Et je travaille aussi sur les modèles anatomiques en papier mâché, qui étaient notamment réalisés au XIXe siècle pour enseigner l'anatomie, et qui sont aujourd'hui de nouveau exposés, en tout cas, qui sont aujourd'hui conservés dans un but patrimonial et plus utilisés. Voilà. Et donc je travaille souvent sur ces aspects-là en fait, de collections qui ont une vocation pédagogique, ou qui ont eu une vocation pédagogique, et qui sont aujourd'hui présentées, exposées, donc qui ont ces différentes valeurs à la fois historiques, scientifiques, pédagogiques. Et je vous expliquerai au fur et à mesure de la conférence voilà, comment je jongle avec tout ça et la restauration. Donc c'était en 2014 qu'il nous a été proposé, je dis nous parce que nous étions une équipe de 3 restauratrices, qui on a demandé de restaurer 22 oiseaux naturalisés de la collection du Musée des Beaux-Arts de Châlons-en-Champagne. Et c'est une intervention qu'on a menée en 2015. Alors... C'est par là, ok.
Alors je vais vous faire un petit point rapide sur la taxidermie, ce que c'est. Donc les animaux naturalisés, on parle d'animaux naturalisés, de taxidermie, d'animaux empaillés. Empaillé étant le terme le plus ancien qu'on peut trouver parce que une des techniques de naturalisation faisait appel à de la paille. On rembourrait en fait la peau des animaux avec de la paille, d'où le terme d'animaux empaillés. Aujourd'hui, on dira plutôt des animaux naturalisés ou des taxidermies ou encore, terme plus générique, des naturaliens. Ce sont des collections qui ont été faites, donc des animaux collectés et préparés, souvent au nom de la science, pour conserver l'image d'une espèce qu'on avait découverte ou qu'on voulait ramener d'un pays lointain dans des collections occidentales, ou encore des animaux qu'on voulait figer tout simplement pour les présenter, les observer de plus près et pouvoir les étudier. Donc il faut bien se rendre compte que tout ce qu'on appelle taxidermie, ce sont en fait des sculptures sur laquelle la peau d'un animal est placée. Donc vous voyez à gauche de l'écran la sculpture très grossière en fait de l'éléphant. Et une fois qu'elle a été un peu plus affinée, vous avez en dessous le moment où il y a simplement la peau qui est posée dessus avant d'être cousue, tendue, plissée, froissée, collée, etc. pour qu'elle prenne sa forme définitive. Et la forme définitive qu'on veut lui donner, c'est vraiment ce qu'on voit à côté. C'est-à-dire le but en fait de la naturalisation, ça va être de montrer un animal vivant. En fait, on essaie vraiment de représenter l'animal dans une attitude de vie, d'où certaines positions qu'on voit là pour les oiseaux. L'idée, c'est vraiment pas de voir un animal mort, mais vraiment de représenter à partir d'un individu son espèce et ses caractéristiques à la fois comportementales, mais aussi caractéristiques physiques. Alors on se retrouve avec les animaux naturalisés, avec toute une grande variété de matériaux qui vont de la peau, des écailles, des poils, des pics, cornes ou plumes qui font partie de l'animal initialement, et des matériaux qui sont la caractéristique de la naturalisation, qui vont être du verre, par exemple, pour les yeux, des résines synthétiques pour les gueules, les paupières, les dents, ou même parfois les griffes. On retrouve dans certains animaux naturalisés des os, en partie le squelette de l'animal. Ça peut être par exemple le crâne d'un oiseau, puisque on veut conserver son bec et que le bec est rattaché au crâne. On peut avoir aussi les dernières phalanges d'un mammifère pour que ses griffes soient également présentées. On a des végétaux, que ce soit pour la présentation sur le socle, mais aussi le rembourrage intérieur. On va trouver du plâtre, du bois, du métal, puisque c'est ce qu'on va voir juste après. En fait, la composition interne d'un animal naturalisé, c'est principalement du métal et alors une armature en bois pour les très grands spécimens et des armatures faites de filasse de chanvre ou de fibres de végétaux pour les oiseaux ou les petits spécimens. Tout ce qui est oiseaux, petits spécimens, on parle de taxidermie souple, puisqu'on voit bien cette notion de fil de fer autour desquels sont enroulées ces bobines en fait, de chanvre ou de filasse. Garde un aspect un peu souple, alors que pour les grands mammifères principalement, et même certains grands oiseaux, les autruches peuvent être naturalisés de cette manière-là, on va avoir un profil en bois et tout un réseau d'armatures métalliques de grosses sections pour tenir aussi le poids de la peau de l'animal. À titre d'exemple, la peau d'un éléphant peut faire plusieurs centaines de kilos. Donc il faut quand même que l'armature tienne, alors que dans le cas d'un oiseau, on va être sur des poids beaucoup plus légers. Alors voilà, ces objets,
par leur composition, par leur ancienneté, leur utilisation aussi, leur exposition, vont avoir au fil des années de nombreuses altérations. Et c'était d'ailleurs ce qui était très intéressant dans le cas des oiseaux restaurés pour Châlons en Champagne, c'est qu'on avait affaire à une grande variété d'altérations différentes. Donc pour nous restaurateurs, c'était très intéressant parce que ça nous demandait pour chaque spécimen de devoir se replonger sur, bon, alors, qu'est-ce qui lui est arrivé à celui-ci et qu'est-ce qu'on va devoir mettre en œuvre pour le restaurer. Alors je fais une petite parenthèse et précision, toutes les photos que vous allez voir ne sont pas forcément des oiseaux du musée de Châlons en Champagne. Celui-ci, par exemple, n'en fait pas partie. Mais il a quand même une altération assez caractéristique et assez impressionnante pour être montrée. Et je trouve que la photo est intéressante aussi parce qu'on voit bien à la fois les plumes, le bec, les yeux en vert, et puis la filasse à l'intérieur et la tige métallique qui était censée être dans son crâne. Donc c'est assez intéressant pour comprendre comment ils sont faits. Et on comprend aussi les fragilités, parce que là, c'est clairement simplement la peau, en fait, au niveau du cou de cet oiseau qui a cassé. Et on voit la petite taille de la tige qui rentrait dans sa tête, et on comprend très facilement comment tout ça a pu se déchirer. Ah, ça, je n'avais pas prévu ce petit effet. Donc, parmi les altérations qu'on va rencontrer le plus souvent, c'est l'empoussièrement. Là aussi, hein, c'est pas un spécimen de Châlons. C'est un cas vraiment comment, récurrent des spécimens naturalisés. En plus, les plumes captent énormément la poussière par leur côté un petit peu électrostatique. Et en fonction des oiseaux, on va avoir aussi des plumes qui vont avoir une surface légèrement grasse et donc qui vont retenir davantage la poussière. Alors en restauration, on fait bien la distinction entre empoussièrement et encrassement, puisque la poussière, c'est ce qui va être déposé en surface, alors que l'encrassement va être vraiment ce qui va avoir pénétré la matière. Donc là, je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est souvent très marqué sur les plumages blancs, parce que là, le nettoyage montre bien qu'on est sur de l'encrassement, puisqu'on arrive très rarement à revenir à des plumages blancs. Par ailleurs, beaucoup d'oiseaux avec des plumages clairs sont des oiseaux d'eau, donc les cygnes par exemple. Et les oiseaux d'eau ont cette particularité d'être assez gras pour flotter et pour protéger leur plumage, pour le rendre imperméable. Et après la naturalisation, cet aspect gras reste, et donc naturellement, ce sont des spécimens qui vont être encore plus sensibles à l'encrassement. Donc la moindre poussière déposée dessus va plus rapidement encrasser le plumage. Là, on a aussi une belle altération du cou, c'est l'ibis de la collection de ce musée, et qui avait le cou un peu déchiré. Autre altération fréquemment rencontrée sur les oiseaux, c'est la décoloration. C'est fréquemment rencontré sur les oiseaux et c'est assez visible parce que les oiseaux ont cette particularité d'avoir des couleurs d'avoir toute la gamme de couleurs du vivant, c'est-à-dire on va avoir du jaune au noir en passant par les rouges, les bruns, et on a aussi toutes les couleurs bleues et vertes. Et là où la décoloration est d'autant plus visible, c'est qu'elle ne va avoir lieu que sur les couleurs allant du jaune au noir, pardon, parce qu'en fait, ces couleurs sont créées dans la matière par un pigment qui est sensible aux UV. Alors que les couleurs vertes et bleues, elles sont créées par en fait une organisation de la matière qui nous renvoie la couleur vert et bleu. Et donc forcément, les UV vont dégrader les pigments et ne vont pas dégrader l'organisation de la matière. C'est pourquoi vous avez par exemple le quetzal qui a tout un plumage vert qui lui n'a pas bougé avec le temps, et le ventre rouge qui était complètement décoloré jusqu'à être blanc. Et là, on voit bien l'effet de la décoloration sur le dos de ce paradisier, où les plumes en fait qui sont en dessous, elles ont gardé leur couleur brune, alors que celles qui sont au-dessus sont complètement blanches. Là, on est affaire vraiment à une altération complètement irréversible.
Les déformations sont assez fréquentes. Alors là, on a le cas d'une paupière en fait qui s'est rétractée et l'œil en verre du coup est exorbité de sa paupière, ce qui contribue fortement à la dépréciation de l'objet en général parce que ça leur fait des têtes assez particulières et en général ils sont plus regardés. On s'intéresse plus au spécimen finalement, on voit plus que ce défaut. Alors ça, c'est des altérations qui surviennent en général assez tôt après la naturalisation. C'est presque des défauts en fait de naturalisation quand le taxidermiste n'a pas pris suffisamment en compte le retrait de la peau au moment du séchage. Puisque la peau est montée alors qu'elle est, on va dire, encore humide, elle est souple et elle est séchée. Et à ce moment-là, il peut y avoir des phénomènes de rétraction qu'on voit ici. On voit d'ailleurs tout autour de l'œil, cette poudre blanche, en fait, sont les remontées salines des produits qui sont mis à l'intérieur de la peau pour la conserver. En général, contenant de l'arsenic pour les collections anciennes, donc en plus toxiques pour ceux qui les manipulent. On va trouver aussi des ruptures, des lacunes. Donc là, ce sont les pattes c'est les pattes du martin pêcheur, si je ne me trompe pas. Enfin, les pattes ou ce qu'il en reste, puisque on a aussi affaire sur les oiseaux à des très très petits éléments qui sont très fragiles. Et en l'occurrence, les doigts sont juste tenus par la peau qui a séché avec la patte. L'armature, elle passe vraiment sous la patte et à l'intérieur du bras finalement. Et les doigts, eux, sont très sensibles à de nombreuses ruptures et peuvent être perdus. Donc là, un autre cas, le rubis topaz, qui n'avait plus de bec. Donc c'est vrai, et là en plus on perd toute la silhouette de l'animal, on ne se rend pas compte, alors que le bec de genre d'oiseau en plus est assez important pour comprendre la façon dont ils vont avoir de se nourrir, d'aller picorer dans les fleurs, ou dans les ruches. Je ne sais plus si ça c'est un oiseau qui mange des abeilles ou du pollen. En tout cas, le bec a aussi une importance dans leur alimentation, dans leur comportement. Donc quand il y a une lacune, ça va poser problème pour la compréhension en tout cas. Infestation, alors ça, les insectes adorent les spécimens naturalisés. Il y a des insectes qui sont kératinophages, donc qui sont spécialisés dans la consommation de kératine. Et la kératine, ça compose nos cheveux, nos ongles, mais aussi les plumes, et notamment le calame à la base des plumes. Alors là, c'est le cas du vautour, aile déployée, puisqu'il y a aussi un vautour qui a les ailes repliées sur lui-même. Ce qui est assez marrant, je le mets bien entre parenthèses, quand on est face à des infestations, c'est qu'on se rend compte que certains insectes vont consommer des plumes d'une certaine couleur plutôt que d'autres. Par exemple, sur des perroquets, ils vont adorer la partie rouge des plumes et ne consomment absolument pas la partie bleue. Alors, est-ce que c'est lié justement au pigment qui est à l'intérieur ou pas? C'est pas le même goût. En tout cas, voilà. Ici, les insectes n'ont pas fait trop la fine bouche et ils se sont bien attaqués à ce spécimen. Donc, on a à la fois la base des plumes qui est consommée, ce qui peut créer des ruptures. On voit en haut, il y a une plume qui commence à tomber parce qu'elle est vraiment fragilisée. Mais il y a aussi une partie de la peau qui a été consommée. Et c'est vraiment la structure aussi sur laquelle la plume est tenue. Donc là, on avait de gros dégâts. Ouais. Également irréversible, on ne peut pas revenir sur des cas comme ça. On avait la chance dans ce cas-là que l'infestation soit ancienne, elle avait été traitée. Donc c'est-à-dire qu'elle était plus active, il n'y avait plus d'insectes. Parce que là, ça peut être très très long de justement réussir. Avant de restaurer, il faut quand même réussir à contenir le problème et donc à éliminer tous les insectes et toute source d'altération. Eh bien, donc, je vais maintenant vous parler de la restauration en elle-même et en quoi ça consiste. Donc, ça va justement pas consister à redonner à ces objets l'apparence du neuf, on va dire. Ils vont pas retrouver l'aspect qu'ils auraient eu en sortant de l'atelier de taxidermie. C'est pas notre rôle.
En restauration, notre but, ça va être de conserver l'existant, c'est-à-dire conserver les matériaux originaux des objets pour les transmettre à nos concitoyens, on va dire, et puis aussi aux générations futures. Donc il s'agit évidemment de transmettre les matériaux en eux-mêmes, mais pas seulement. Il faut aussi transmettre ce que représente l'objet, et en l'occurrence transmettre sa dimension pédagogique, sa dimension scientifique, sa dimension historique aussi parfois. Là, je vous mets le cas d'un thylacine, c'est une espèce disparue aujourd'hui. Donc il faut aussi qu'on transmette tout ça et qu'on n'oublie pas que un animal naturalisé, c'est certes la représentation d'une espèce, mais c'est aussi le témoin de techniques de son époque, le témoin d'une façon de voir cet animal à l'époque où il a été naturalisé. Donc c'est voilà, c'est un témoin de beaucoup de choses en fait, témoin de l'histoire des sciences, témoin de l'enseignement aussi des sciences parfois, la façon qu'on a de présenter un animal influe en fonction des époques. Il y a des époques où on représentait les animaux, par exemple les ours, on les représentait forcément de manière agressive, alors qu'aujourd'hui on va aussi les représenter en hibernation, ce qu'on ne faisait pas du tout au 19e siècle par exemple. Donc tout ça, à travers la restauration, il faut qu'on puisse transmettre tout ça. Et on va aussi contribuer à mettre en valeur les objets, parce que on ne doit pas oublier qu'un objet altéré et dévalorisé n'est plus regardé, n'est plus exposé, et du coup il perd tout son intérêt aussi, il va plus être diffusé, et toutes les informations qu'il pourrait contenir ne sont du coup plus transmises aux générations, au public et aux générations futures. Alors, tout ça c'est bien beau, mais évidemment on a des règles à suivre, une déontologie qui nous impose de travailler dans des notions de réversibilité. Tout ce qu'on fait doit pouvoir être enlevé, justement pour pouvoir revenir seulement aux matériaux originaux de l'objet. Donc il n'est pas question que les produits qu'on amène soient permanents sur l'objet. D'ailleurs, ils doivent être lisibles. Alors, la lisibilité d'une intervention, c'est une notion avec laquelle on va devoir un petit peu jongler, hein, il faut faire des compromis. Mais il faut qu'on se souvienne que notre intervention doit être imperceptible à l'observation générale, de manière à ce qu'on puisse voir le spécimen dans son entier et voir, voilà, on voit un oiseau naturalisé, on voit un quetzal naturalisé et on ne voit pas qu'il a été restauré. Mais à l'observation de détail, le conservateur ou le futur restaurateur va pouvoir dire là il y a une restauration, je vais l'enlever pour revenir à l'objet original et retravailler à partir de l'objet original et retrouver les informations initiales. Et la troisième règle, c'est le minimalisme, c'est-à-dire que la restauration, ça peut être très agréable de faire des remises en teinte, des retouches, un petit peu de peinture, on va essayer de plaire aussi à notre œil et à notre geste, mais on doit toujours aussi se rappeler que on doit intervenir le moins possible et que parfois ce qui va permettre à un objet de se conserver dans les meilleures conditions, ça va être de ne pas intervenir. Parfois on est dans des cas qui sont tellement extrêmes que finalement la meilleure chose à faire c'est de conserver cet objet dans les meilleures conditions possibles, mais on ne va pas intervenir réellement sur sa matière. Alors, quelles ont été les interventions menées sur les collections justement du musée de Châlons en Champagne? Alors, principalement du dépoussiérage. La collection, enfin le lot en fait des 22 spécimens qui nous a été confié était dans un état de conservation relativement bon. C'est-à-dire que les altérations étaient stables, il n'y avait pas d'altération qui menaçait d'évoluer dans un court terme de façon critique. Par contre, une des altérations qui était très présente, c'était l'empoussièrement et un degré relativement important, tout simplement lié à de nombreuses années d'exposition.
Et puis, on le sait, hein, un bâtiment, les visiteurs apportent leur lot de poussière, petite poussière après petite poussière. On se retrouve avec beaucoup de choses. Donc, il y a déjà un gros dépoussiérage qui a été mené. Le dépoussiérage permet parfois, donc là c'est pas un spécimen du musée de Châlons, mais la photo est assez parlante pour montrer que parfois la poussière va complètement enlever des éléments d'information. La robe d'un oiseau va donner des informations sur son espèce, enfin, c'est quand même des caractéristiques importantes pour l'identification d'un animal. Et parfois, simplement la poussière va nous empêcher de lire cette information-là. Donc on voit là à quel point le dépoussiérage peut être important. Qu'est-ce que c'est? Bâton à douche. Alors en fait c'est simplement un embout d'aspirateur. Voilà, pour capter les poussières, mais c'est ce qu'on appelle de la micro-aspiration, puisqu'évidemment on n'arrive pas avec notre embout d'aspirateur énorme qui risquerait d'aspirer tout notre oiseau. Et puis on utilise aussi des aspirateurs qui ont des filtres particuliers, parce que ce sont des poussières qui sont très fines, qui peuvent contenir des spores de champignons ou des composés toxiques. Et ce qu'on oublie parfois dans les aspirateurs simplement ménagers, c'est que c'est tout simplement un système qui aspire d'un côté et qui souffle de l'autre. Et on a beaucoup de poussière qui repart aussi, les poussières les plus fines sont soufflées de l'autre côté de l'aspirateur. Et dans le cadre de la conservation, et pour le bien des collections qui sont autour de notre santé également, mais aussi des collections qui sont autour, on capte toutes ces petites poussières dans des filtres particuliers de manière à justement ce que les spores de champignons notamment se rediffusent pas dans l'atmosphère et contaminent d'autres collections, et que les composés toxiques soient captés et éliminés au fur et à mesure. On a également procédé donc à du nettoyage. Le nettoyage des spécimens naturalisés, c'est toujours quelque chose d'assez compliqué parce que notamment les oiseaux ne sont jamais tannés, c'est-à-dire que la peau est simplement séchée, donc tout apport d'humidité relance potentiellement le phénomène de putréfaction naturelle de la peau. Donc on est quand même là sur des opérations très délicates où il nous faut contrôler l'apport d'humidité, le séchage. On n'utilise pas seulement de l'eau, en général l'eau est une partie infime des produits qu'on utilise. C'est elle qui va capter le mieux les poussières, mais on va utiliser beaucoup plus des solvants qui justement vont nous permettre de conserver la peau. Peut-être qu'on va réussir à moins bien nettoyer, mais on aura moins d'effets négatifs à long terme sur la conservation de la peau et du spécimen en entier. Donc là, par exemple, le cas du paradisier, c'est pas forcément très visible parce que l'encrassement en fait se met dans des toutes petites parties de plumes, mais on voit un voile un peu grisé sur la photo du paradisier qui est à gauche, qui est avant traitement. Au bout des plumes, en fait, je sais pas si vous voyez bien, je sais même plus comment on fait le laser, juste ici, là, en fait, ces petites plumes-là, elles captent toutes les poussières noires qui sont très présentes sur les animaux naturalisés parce que initialement, en fait, les musées étaient chauffés plus comme aujourd'hui, plus avec des clims réversibles, etc. Et c'était des chauffages qui produisaient beaucoup de poussière et notamment une poussière noire un peu grasse. Et toutes les plumes, comme les plumeaux pour faire le ménage, ont capté ces poussières-là. Et on les retrouve aujourd'hui sur beaucoup de spécimens. Donc le nettoyage permet à la fois d'enlever ces dépôts noirs, mais aussi de retrouver l'aspect un peu gonflé des plumes qui, avec le temps et le poids même infime de la poussière, a eu tendance un peu à s'écraser. Et donc au moment du nettoyage, on va aussi opérer le regonflement un petit peu des plumes pour redonner à l'oiseau toute sa superbe. On a aussi des opérations de consolidation et de comblement. Consolidation de déchirure pour éviter qu'elles ne s'aggravent, qu'elles ne s'agrandissent jusqu'à parfois la perte totale. On l'a vu tout à l'heure avec la tête du spécimen qui est tombée. Là, c'était pas le cas. C'est pas une déchirure qui risquait de s'agrandir. C'est simplement un trou en fait de la peau qui datait de la naturalisation, mais qui était parfaitement une esthétique
et qui a pu également s'agrandir. Ça, il faudrait une image de l'animal juste à la sortie de son atelier de taxidermie pour savoir dans quelle mesure le trou s'est élargi au moment du séchage de la peau. Donc on a ce genre d'opération qui, sur ce spécimen en particulier, a été réalisé en fait avec une pâte qui pourrait s'approcher en fait d'une pâte de papier mâché. C'est une pâte de poudre de cellulose qui est teintée seulement en surface et en fait qui vient seulement prendre la place du trou, mais qui n'est pas collé en fait sur le spécimen. Les adhésifs sont mis avant dans la pâte pour lui donner sa consistance et le comblement est posé après dans la peau pour pouvoir justement être réversible. On retrouve le rubis topaz qui lui du coup a bénéficié presque une réintégration en fait d'un faux bec. Alors on n'a pas poussé le réalisme très loin pour justement qu'on puisse aussi identifier qu'il ne s'agit pas d'un bec original. Pour ce genre d'intervention, on se documente en fait avec des images qu'on peut avoir sur internet, mais aussi des ouvrages en fait d'ornithologie pour essayer d'être au plus proche de la vérité naturaliste en fait du spécimen. Mais là, on n'a pas poussé jusqu'au bout de refaire le trait d'ouverture du bec pour qu'il soit bien identifiable pour l'observateur qui va se pencher vraiment sur ce spécimen, que le bec n'est pas un bec d'origine. Excusez-moi, c'est pas un Oui. bois peut-être que vous avez... Non, c'est une sorte de... Oui, c'est une résine en fait bicomposante. Et de la même manière, on la modèle à part et on la place une fois qu'elle a polymérisé. En fait, on la place après sur le bec pour qu'elle puisse aussi être enlevée. Alors le cas des yeux, on l'a vu tout à l'heure, donc un œil exorbité. Les yeux des spécimens naturalisés, je me rends compte que la photo est très floue, sont souvent des billes ou des demi-sphères en verre. Et donc là, on a le cas de l'engoulevent qui avait donc un œil exorbité d'un côté et de l'autre côté, l'œil était cassé en fait, la bille était cassée en deux, donc il fallait même la remplacer. Et donc, vous voyez l'étape pendant laquelle on va venir ramollir. Alors moi, ça me fait peur de voir cette photo-là parce qu'on a l'impression que ça dure très longtemps, que c'est figé ce morceau de coton humide sur l'œil, mais en fait, ça dure que quelques minutes pour justement contrôler l'apport d'humidité. Et c'est suffisant pour venir ramollir en fait la paupière et replacer l'œil correctement dedans. Vous voyez toutes les épingles en fait d'entomologie qui sont mises en place. Là, on utilise en fait des techniques de taxidermie. On attend en fait que la paupière reprenne sa forme. On attend le séchage en lui mettant en place ces aiguilles. C'est elles qui vont tenir la peau dans sa bonne position le temps du séchage. Et voilà, à la fin, l'œil replacé et nettoyé par la même occasion. On utilise une sorte de pigment noir en fait qui est vraiment très fin et en le frottant sur les billes de verre, ça vient polir très légèrement en surface. C'est du noir de fumée et c'est une sorte de suie, mais vraiment absolument pas grasse. Voilà, et donc ça va permettre de redonner ce petit côté brillant à l'œil. Je vous remercie. Voilà. Oui. Il y a une vraie transformation. Alors c'est vrai que là, c'est la vraie paupière qui est simplement remodelée, enfin qui a été retravaillée. Elle a une... Ouais. Voilà, c'est tout l'intérêt en fait. C'est justement de pouvoir leur redonner ce regard un peu vivant. Et sur cette collection, on avait quand même la chance de pouvoir retravailler justement les paupières avec réellement les paupières. Elles existaient. Donc il faut savoir que les paupières, bon, pour le côté un petit peu gore de l'affaire, il y a quand même beaucoup de peau et elle est plissée.
Et donc là, on pouvait les redéplier et les replisser correctement, on va dire. Parfois, la paupière est trop sèche et elle tombe carrément. Et donc, on vient la remodeler avec des petits papiers. On fait des fausses paupières aussi parfois pour... C'est du coton. En haut, oui, c'est simplement un morceau de coton, le temps d'humidifier la paupière et de pouvoir justement venir la déplier. Ouais. Alors, une autre partie importante de ce chantier, ça a été l'atténuation des lacunes de plumage. Donc les lacunes de plumes, on en a vu un cas important avec l'infestation. Ça peut aussi être lié tout simplement à des plumes qui devaient tomber au moment de la naturalisation, des plumes aussi qui sont mal fixées par la naturalisation, des plumes qui sont cassées lors de manipulations, lors de chocs, etc., ou qui sont consommées à leur base par des insectes. Il y a énormément de causes pour avoir des lacunes. Et donc on a différentes techniques pour atténuer leur visibilité, tout simplement en réorganisant le plumage. Là, c'est ce qui a été fait. Il y a aussi une légère mise en teinte. On va voir après, c'est pas le même spécimen, mais c'est une autre technique. C'est en fait de venir mettre en teinte la base des plumes, parce que vous voyez que la base des plumes est très claire, la peau est très claire, et normalement on n'est pas censé la voir puisqu'il y a tout le plumage qui vient par-dessus et qui le cache. Là, il n'y a plus de plumes, et donc une des techniques pour atténuer la présence à l'œil de ce trou de plumes, et ben, ça va être de venir foncer en fait la base des plumes existantes et de foncer aussi la peau pour la rendre moins visible. Voilà, ça peut être une technique opérée. Donc là, c'est sur le vautour. On a commencé comme ça, en atténuant les lacunes par des mises en teinte. Et ensuite, on est venu faire un peu du plus lourd, on va le voir après. Là, c'est le cas du gypaète barbu. Troisième technique pour atténuer les lacunes, c'est de les réintégrer. Alors, soit on prend des plumes du spécimen à d'autres endroits. Finalement, on va venir réorganiser aussi le plumage, mais de manière un peu plus interventionniste, c'est-à-dire qu'on prend une plume de la base du cou pour la mettre à l'arrière, etc. Dans le cas de la collection de Châlons-en-Champagne, comme il s'agissait de spécimens historiques, on n'a pas utilisé de plumes du spécimen en lui-même. On a laissé toutes les plumes là où elles étaient et on a pris des plumes du commerce, donc en général des plumes de canard qu'on a teintées donc là en l'occurrence on les a presque salies finalement pour qu'elles s'intègrent dans le plumage de ce gypaète. Et on vient les redécouper. Donc elles ont une forme, on le voit, qui est très droite. Ça permet de les identifier. Ce ne sont pas les plumes du spécimen d'origine, mais on leur donne quand même la forme générale des plumes qu'ils pouvaient avoir à cet endroit-là. Et évidemment, c'est donc le vautour qui a subi la plus lourde intervention de réintégration de plumes. Si vous l'avez vu avant sa restauration et si vous l'avez vu après sa restauration, on voit toujours des lacunes aujourd'hui, mais il faut bien garder en tête que l'opération, c'était d'atténuer la présence de ces lacunes-là. On ne fait pas d'un spécimen ancien un spécimen récent, ça reste un spécimen ancien qui a subi une infestation. On fait au mieux et voilà comment on opère. Donc il y a une première étape qu'on voit là-haut. Là, c'est l'application en fait d'un papier, c'est un papier Japon. En fait, c'est un papier qui a la particularité d'avoir des fibres très longues et donc il est très résistant. Donc on vient l'appliquer finalement pour il va avoir le rôle de la peau qui n'existe plus. Par-dessus, on vient également mettre donc c'est une ouate mélangée avec de la laine pour retrouver en fait le volume du plumage, parce que le plumage d'un oiseau c'est assez complexe. Il y a le duvet, les plumes sous-jacentes et les plumes extérieures qui créent tout un volume important. Donc là, on a formé ce volume avec ce mélange de ouate et de laine, sur lequel
on est venu placer là aussi des plumes de canard préalablement teintées et redécoupées pour qu'elles aient la forme des plumes de l'aile du vautour à cet endroit-là. Et donc là, on vient les placer une par une. C'est assez long, mais en même temps, on ne place que des plumes extérieures. On ne vient pas refaire toute la stratigraphie du plumage. Oui. Qu'est-ce qui favorise l'infestation? Qu'est-ce qui favorise l'infestation? Des fenêtres ouvertes, par exemple. Des fenêtres ouvertes. Ah oui, En fait, ce qui favorise l'infestation, à ce point-là. bah à ce point-là, c'est que c'est un énorme garde-manger pour un insecte. Si un insecte trouve un spécimen comme ça, s'il n'y a pas de répulsif, et encore, les insectes s'adaptent hein, aux répulsifs qu'on amène, donc à partir du moment où un insecte est venu, il se met là-dedans. En plus, c'est assez peu visible parce que selon le cycle de développement de l'insecte, nous, on va voir beaucoup les insectes volants, mais c'est pas forcément l'insecte volant qui est le plus vorace, puisque l'insecte volant, il vole justement pour aller se reproduire et former une autre colonie ailleurs, donc finalement, il s'en va. Le plus vorace, c'est la larve, et elle n'est pas visible. Donc, c'est vraiment voilà, ça peut être un spécimen qui est en réserve et qui n'est pas vu régulièrement, ou un spécimen qui est exposé en hauteur, qui n'est pas vu non plus régulièrement. Ça peut être des cas d'infestation importante. C'était le cas de celui-ci en fait. Ouais. Il est présenté de par sa taille en fait, et son Ouais. envergure, il n'a jamais été en vitrine, il était sur des meubles et donc pas enfermé. Ouais. Ça favorise d'autant Oui, plus. mais par exemple, le lieu, ce musée, c'est un lieu qui est surveillé, entre guillemets. Il y a une vigilance par Oui, rapport bien à sûr, ça. Mais il faut aussi pouvoir identifier. Alors, Il faut aussi pouvoir identifier que c'est une infestation, parce que vous avez des plumes qui tombent, des plumes qui manquent. Pourquoi est-ce qu'elles tombent? Est-ce que ça a été mal naturalisé, etc. Si on ne voit pas d'insectes, on n'a pas forcément l'alerte qui vient non plus tout de suite. Il faut aussi voilà, être en mesure d'identifier, il y a un problème, mais quelle est la cause de ce problème? Et la cause du problème, si c'est une manipulation par exemple qui a cassé des plumes, bon bah il n'y a plus besoin d'intervenir finalement, c'était un accident une fois. Et là, il y a des plumes qui tombent, c'est une infestation, c'est évolutif, mais encore faut-il pouvoir l'identifier C'est pas et toujours l'acter. identifié, en fait. C'est pas toujours identifié, ouais. d'autant que c'est des collections qui ont quand même plus d'une centaine d'années. Ouais. Vous disiez que c'était des collections historiques, effectivement. Ça peut aussi être des infestations qui peuvent avoir démarré il y a un certain temps. Les infestations, c'est vraiment un cas très problématique parce que elles peuvent être, un résultat comme ça peut être lié à plusieurs années d'infestation, mais ça peut être aussi très rapide. J'ai vu le cas, c'était au Muséum de Paris. Ils reçoivent une vitrine qui était partie en exposition, donc tout un diorama. Au retour d'exposition, évidemment, il y a des traitements insecticides qui sont faits parce qu'il y a eu des transports en camion, des choses comme ça, donc multiples endroits où des insectes peuvent avoir trouvé leur bonheur. Et donc une fumigation est faite, donc un traitement est fait en préventif. Il y a une colonie d'insectes qui a résisté au traitement. En un week-end, le diorama était poussière. Il n'y avait plus une plume sur les oiseaux. Enfin, ça a été consommé en un week-end. Donc la colonie était suffisamment importante et suffisamment vorace. Donc ça va dépendre aussi du climat. En fonction de... Voilà, en hiver, forcément, les insectes sont beaucoup moins actifs. Ils dorment. Donc ça peut aussi créer des infestations très problématiques parce que si l'infestation est lente, on va la voir moins vite. Et si l'infestation est très active, eh ben, on peut aussi ne pas avoir le temps d'intervenir. Donc les infestations, c'est vraiment une galère. Voilà. Et les spécimens naturalisés, c'est vraiment leur bonheur. Parce que les insectes, bon, il y en a aussi certains qui s'attaquent au bois, donc toutes les sculptures en bois peuvent être attaquées, mais souvent elles peuvent aussi être protégées par leur vernis, les peintures, etc. Alors que les spécimens naturalisés, finalement, tout ce qui intéresse les insectes est à l'extérieur. C'est les plumes, la peau,
Donc c'est un régal et un bonheur pour eux. Moins pour nous. Et donc voilà les résultats qu'on peut obtenir. Donc l'aile, donc ça c'est au moment de la mise en place de cette laine et après la réintégration de plumes sur l'aile. On voit mieux après, enfin mieux. Donc là, on voit bien hein, quand même qu'après intervention, on voit toujours les lacunes, mais on a atténué leur visibilité d'un point de vue général. L'œil est beaucoup moins attiré par cette partie-là qui est blanche. Voilà, on est venu à la fois remettre un petit peu des plumes, à la fois remettre de la couleur pour que globalement l'œil voit un vautour et ne voit pas un vautour infesté. C'est là en fait tout le rôle de la restauration, c'est de redonner à l'objet ce qu'il est finalement. C'est un vautour, donc on doit voir un vautour. Voilà une autre image, on voit assez bien quand même la réintégration qui est faite du plumage. Et d'ailleurs, on voit aussi l'effet du dépoussiérage sur la partie basse de l'aile qui était très grisée sous la poussière et qui retrouve là sa couleur brune. Je l'aime bien ce spécimen parce que même après restauration, on voit qu'il est très ancien, on voit qu'il a vraiment vécu, qu'il a souffert et on a envie de dire ouais, il n'est pas très beau, mais il revient de loin. Donc les remises en teinte. Alors ça c'est une intervention qu'on pratique de manière très différente en fonction des collections devant lesquelles on se place. Là on était sur une collection donc historique. Donc on était parti du principe qu'on allait faire très peu de remises en teinte puisque les couleurs que les spécimens avaient, j'ai oublié de vous faire cette parenthèse là tout à l'heure au moment de la naturalisation en fait, la peau, elle, perd complètement sa couleur au moment des traitements de naturalisation. Donc très souvent, la peau, les cornes, les becs, les pattes perdent leur couleur. Et donc au moment de la naturalisation, très souvent, les taxidermistes viennent peindre en fait ces éléments-là pour leur redonner la couleur caractéristique de l'espèce. Quand on est sur des collections historiques, il arrive très souvent qu'on tombe sur des spécimens qui soit n'ont pas été mis en teinte, soit ont été mis en teinte de façon incorrecte par rapport aux informations qu'on a aujourd'hui sur le spécimen. Et notamment, on a des séries entières d'oiseaux qui ont tous les pattes noires. Voilà, hop, on a tout peinturluré en noir, c'est très bien. Sauf que dans ces espèces, il y en a certains qui ont les pattes vertes, d'autres qui ont les pattes orange, jaunes, etc. Et donc, en fonction de la vocation de la collection, on va intervenir ou pas sur ces couleurs-là. Si c'est vraiment une collection qui est là pour illustrer la biodiversité, ce qu'est chaque espèce, on va intervenir sur les couleurs. Là, on est sur le cas d'une collection historique. Donc, on se dit, on va aussi garder l'intention du taxidermiste, elle est importante. Donc, dans la plupart des cas, on n'a pas fait de remise en teinte. On n'est pas intervenu là-dessus. On est intervenu dans 2 cas. Dans le cas du paon, parce que l'absence de mise en teinte au niveau du lore, ça s'appelle la zone autour de l'œil, contribuait plutôt à faire penser qu'il s'agissait d'une lacune de plumage. Alors qu'en fait, c'est pas qu'il lui manque des plumes, c'est juste qu'à cet endroit-là, il n'y a pas de couleur. Donc ça posait un peu souci parce qu'on avait l'impression de voir un animal altéré à cet endroit-là, alors que finalement, c'était pas une altération. Donc c'est une des raisons pour lesquelles on a fait cette remise en teinte. Et l'autre cas, le dernier, c'est le cas du quetzal. Donc vous avez ici avant intervention. Et le quetzal avait ce problème que donc toutes ces plumes rouges du ventre ont été décolorées au fil des années d'exposition. Vous regarderez la prochaine fois, parce que là le musée est fermé, mais vous remarquerez que ce spécimen n'est pas du tout exposé en pleine lumière. Et pourtant, il est décoloré. Donc la faible luminosité qu'il reçoit, au fur et à mesure des années, suffit largement à le décolorer. Et là, on voit bien que le problème, c'est qu'on ne retrouve pas les caractéristiques du quetzal sur ce spécimen naturalisé. Donc on est intervenu pour lui redonner son ventre rouge, en même temps que le gonflant un petit peu de son plumage qu'on voit bien au niveau de sa crête. Voilà. Là, il est bien patriote, effectivement.
Donc voilà, ça c'était une intervention qui est assez spectaculaire finalement entre le avant et après traitement. C'était assez nouveau aussi pour nous parce qu'on avait fait des remises en teinte déjà sur du pelage. Mais sur le plumage, en fait, la problématique c'est de ne pas venir agglutiner justement les plumes. Comme je le disais tout à l'heure, c'est quand même des matériaux qui sont très sensibles à l'eau. Donc ça veut dire que pour nous, il faut à la fois trouver un colorant qui soit réversible, mais qu'on puisse mettre en œuvre en apportant le moins d'eau possible et qu'on puisse mettre en œuvre sans colorer le reste du plumage, puisque sur les mammifères, quand on reteinte des pelages, plus souvent c'est plus homogène, donc on n'a pas ces éléments tranchés comme ça. Là, on a vraiment une séparation très directe en fait entre le bleu et le rouge. Finalement, c'est ma collègue qui s'est occupée de ce quetzal. Elle a mis facilement 2 heures à préparer le spécimen, à isoler les plumes qui devaient être teintées de celles qui devaient être préservées. Et la mise en teinte en elle-même, finalement, a duré à peine 10 minutes, puisque voilà, l'oiseau est peut-être gros comme ça, donc ça va très très vite. Mais c'était un temps important de recherche, de test pour que... donc on a testé justement sur nos fameuses petites plumes de canard commercial notre colorant, savoir s'il était bien réversible, parce que quand même les pigments rouges sont aussi très colorants. Donc voilà, c'est toute la recherche qui a été finalement beaucoup plus longue que la réalisation. Voilà. Et il me reste à vous remercier pour votre présence, votre écoute. Et puis, si vous avez des questions, j'y réponds avec plaisir. Quand je vous entends parler, ça évoque pour moi le travail de la chirurgie, enfin, de la réparation esthétique humaine. Des fois, il y a un peu de ça, c'est vrai. Parce que, ce que vous dites, c'est ouais, ça. c'est vrai. C'est vrai qu'en fait... Vous rajoutez, vous comblez, Oui. vous prélevez d'un endroit pour le dire à l'autre. Oui, c'est vrai qu'il y a cet effet-là. Ouais. C'est exactement. En fait, c'est souvent le cas sur les spécimens naturalisés où effectivement, c'est vraiment l'esthétique du spécimen qui importe, puisque finalement, c'est à travers son esthétique, à travers ses couleurs, à travers sa forme, que cet objet dit quelque chose. Il dit qu'il représente une espèce, il dit qu'il représente une époque, etc. Donc voilà, c'est vraiment, on joue beaucoup sur tout ce qui est esthétique sur ces objets-là. Enfin, en tout cas, c'est beaucoup ce qui se voit de notre travail, et plus que tout le travail de conservation des matériaux, c'est vrai. Ouais. Voilà, il nous reste à remercier. Merci à vous. Merci beaucoup.